If you're a lover of hip hop like I am, I'm sure you enjoyed part one. Well, guess what? This is part two of the hip hop segment on the Banaba Cameroon, La Musique Camerounaise on Histoire podcast. And we are excited because Bonassa and I are still joined by rapper extraordinaire Kotal. Good day, Eva. Dans la première partie, nous avons parlé de l'arrivée au Cameroun du français Sydney et de son DJ, un certain David Guetta, pour booster le mouvement de la danse hip-hop, l'influence du breakdance de Michael Jackson, l'influence du contenu américain à travers la radio et les premiers raps dans la chambre, sur les Fast B, entre autres. Et on va continuer à écouter Crotal pour de nouvelles histoires. Ces aînés dont je parle aujourd'hui ont 57 ans, 58 ans, et ils sont vivants. C'est important. C'est pas nous. Moi, tu me demandes qui m'a appris à danser, je vais te dire qui m'a appris à danser. Il vit. Oui, mais la question, c'était quel L'influence était totalement urbaine, que tu sois pauvre ou riche, puisqu'on ne te sert que ça. Peut-être tu comprends pas, c'est-à-dire que tu sors de chez toi, si tu entends un poste radio sonner, tout le monde, tu as des gars avec des tapis en route qui dansent. Tu mets la radio, tu as Lionel Richie, tout ça c'est des influences totalement hip-hop, ils ne se cachent pas. Quand tu as la chance de voir un clip, tu vois le gars qui part en moonwalk, ils te font des trucs, ça part sur des top spins, des head spins. Ce n'était que ça. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Sans pour autant renier notre camerounité. Ça n'empêche que quand tu finis d'écouter ça, on avait le cirque Ringland qui venait ici chaque année. On se bat, on va à Omnisport regarder les éléphants danser. Senga Malaya, Senga s'enlève quoi. Tout ça là, on est là. C'est un environnement global. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les premiers qui s'intéressent au hip-hop, c'est pas des enfants de bourgeois. C'est tout le monde. Si tu regardes bien sûr la terre entière, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est quand on a commencé à partir fortement sur du rap à thème, du rap à message, qu'il y a eu pas un clivage ou une scission, mais les choses se sont disposées différemment. Tu vois? Et l'industrie, d'ailleurs, vous le montre aujourd'hui. Tout ce qui commence à partir vers du message, de la conscience, ça dérange. Parce qu'on a besoin de contrôler ce flux. Le problème n'est pas de savoir si tu dis la vérité ou pas. C'est de savoir si on peut maîtriser l'impact de ce que tu dis. Parce qu'un artiste, c'est pas monsieur tout le monde. Tu vas voir même un gars avec une culotte déchirée ouvrir sa bouche, tu as 10 000 personnes qui écoutent ce qu'il dit comme s'il est Dieu. Donc du coup, ça pose un problème, d'où les formats. Écoute, c'est plus facile à digérer quand, voilà, vous êtes là, on en parlait tout à l'heure, vous êtes là pour divertir. C'est du divertissement. Il faut, voilà. Il faut pas que ça aille au-delà. Voilà, au-delà. Et il y a eu le même problème. Tu vois, le premier rap américain qu'on dit être porteur d'un message social, c'est Grandmaster Flash and the Furious Five, c'est 1980. Le titre, c'est The Message. Life is like a jungle sometimes. C'est 1981. Maintenant, parmi eux, dans leur rang, tout le monde ne peut pas avoir leur approbation. Parce que tu as des artistes qui sont déjà internationalement, mondialement connus, comme Manu Dibango, Feu Papa Manu, qui a un album qui est presque totalement rap, au moment où le rap arrive en France. Ça fait 2 projets. Il y en a un où, de temps en temps, il se lâche, là, il part. C'est très, très électro comme album. Après, il a refait encore, je crois, en 90. Aïe, aïe, oh, mawa, oh. Super titre. Et quand tu prends Ndedi Dibango, quand tu vois la dynamique dans laquelle il est très pop. Ils sont là, ils sont dans le registre camerounais, mais ils sont ailleurs. Quand tu écoutes Essa, c'est des ovnis. C'est des gars ils sont là. Oui, quand ils chantent, tu reconnais le doigt là. Tu reconnais les lignes, mais ils ne sont pas là.
Donc, des gars comme ça qui sont dans un environnement où ils savent ce qui est en train de se passer, ils ne peuvent pas être avec toi qui est totalement hermétique à la chose. Parce que même dans ce qu'il fait, il subit ses influences. Mais il ne te dit pas. Toi, tu le trouves génial. Maintenant, nous, ici, mais on subit. Vos trucs des Américains, là, les enfants font les bruits. Oui. Non, on a subi fortement. J'aime toujours rappeler à tout le monde qu'on était interdit de radio et de télé jusqu'en 1998. Si les gens ont oublié, c'est leur problème. C'est pour ça que je cite Benjo Steel, qui passe à la télévision nationale. Tout le monde dit que waouh, Nantes, nous pouvons mettre comment? C'est fort ça. Ah, et quand tu dis interdit de radio et de télé jusqu'en 98... Ça veut dire que nous sommes du contenu on n'en est pas vraiment. Hein. On est des parias que tout le monde méprise fortement. Dans les studios d'enregistrement, tu crois quoi? Que parce que tu fais du rap, on va te faire payer moins cher que Petit Pays. Si tu es dans le studio au Petit Pays enregistré, tu vas payer les mêmes tarifs que lui. Mais la différence entre toi et lui, c'est que toi, tu seras traité comme un chien. Non, j'aime parler durement comme ça parce qu'il faut que les gens comprennent que on a une position de combattant depuis très longtemps. On est heureux pour nos petits frères aujourd'hui qui, en achetant un laptop, en prenant 2-3 logiciels craqués, une suite de plugins, un micro, peuvent enregistrer des albums, faire monter le truc. Mais il faut savoir de quel environnement nous on vient. Je veux dire, nous, quand on va en studio, je peux te citer tous les studios dans lesquels j'ai travaillé à Yaoundé. Que ce soit le 8 pistes, comment il s'appelait encore? Jim, le chanteur de reggae. Mystic Jim. Qui a le premier 8 pistes sur lequel on enregistre Mbaga Soukous. J'ai travaillé avec Mystic. On a travaillé avec Bochinder. Le feu Bochinder. J'ai travaillé avec les Joe Natava. Touche la touche du Bikouti, là. Ce sont nos pères, Fanfan. Tous, là, ils nous connaissent très, très bien. Christian Guigny. L'Allemand. Comme j'aime toujours l'appeler. C'est des discussions interminables. Tu peux même pas imaginer. Où il dit, OK, on programme ta batterie comment? Je lui ai dit que non, ça fait tout. Tu vois le tout. Ça part sur une discussion de 3 heures. Parce qu'un gars te dit que musicalement, ça n'existe pas. On l'a vécu. Du coup, tu es encore d'autant plus frustré quand tu as ton aîné en la personne de monsieur Louis Tsungui, qui à l'époque joue quand même en équipe de France de basket, fait des stages DJ DMC, donc avec les DJ Cut Killer, DJ Abdel et tout ça, et qui, quand il vient en vacances, nous demande à chaque fois si on a des maquettes, des trucs comme ça, qu'on lui donne. Donc, imagine que lui, depuis 94-95, il partait avec nos maquettes, par exemple en France. Parce que nous tous, on avait ce rêve-là, que ouais, on va arriver là-bas, on va tout déchirer. Oui, bon. Sauf que le gars revient, il t'explique que non. Les gars là-bas lui ont dit que les sons qu'on a utilisés, les sons en général, sont approximatifs. Ah, ça m'intéresse beaucoup. C'est justement là que je voulais arriver. Là où il t'assomme, c'est quand il t'explique que le mix n'est pas bon. Pire, il te finit en te disant que le mastering, c'est n'importe quoi. Pourtant, le gars chez qui tu as enregistré, là, on t'a dit qu'il vient de Bac, Bang. Il a tout le matos. Il est ingénieur. Il a acheté les derniers matos. Et t'es frère de la musique locale. C'est en fait ça qui fait rayonner la musique locale. Donc, tu commences à comprendre, pour qui veut comprendre, qu'il y a un problème. Et puis, on est à l'époque dans nos faces B, ça nous plaît bien. On fait partie des premiers à dire que bon, oui, les faces B, c'est bien, mais je crois qu'on ferait mieux de venir sur les showcases avec nos propres musiques. C'est comme ça. Si tu me demandes où j'ai appris la MAO, je vais te dire en France. Quand j'étais en France, j'ai travaillé sur les premiers projets qu'ils appelaient les bus rock. C'était des bus aménagés en studio d'enregistrement qui faisaient à l'époque le tour des quartiers
difficile. Et nous avons eu la chance de faire partie de ces projets. C'est-à-dire, j'y allais avec mon frère Axiom, avec DJ Bose. Tu vois le gars il y a eu des attentats en France. Il y a un gars qui était avec sa copine dans un café et il s'est pris une balle, il est mort. C'est des gars de Lille où j'étais. Son groupe, c'est TSV, tous sur vos bancs. C'était des super rappeurs. Bon, là, au début, on dit que c'est un vigile qui est mort. Après, on dit non, il faisait médecine. Bon, c'est vraiment mes frères. Donc, nous tous, on a eu la chance de bénéficier de ces projets où on nous apprenait la MAO sur Cubase, 1.0, noir et blanc sur Atari. Sur Atari avec les disquettes, oui. Du coup, quand tu reviens, tu as quand même ces bases. On utilisait des sampleurs Akai. Les Akai S1000, S3000, c'était gros comme ça, là, pour à peine quelques secondes de sample. Mais on l'a fait. Du coup, quand on revient, j'ai pas peur d'aller entrer dans un studio en disant, oui, moi, je veux travailler ici, là. Les gars vont même me trouver très insolent parfois, mais voilà, la logique, c'est que si je te paye, tu me permets d'accéder quand même même si je te guide avec la bouche, faut au moins la batterie et la basse. Tu vas faire le reste comme tu veux après, ça te regarde. Mais voilà, on était dans ça et ça a pris du temps, mais ça a fini par prendre. Ok. Donc, en fait, si tu veux les faces B, c'est tout simplement les faces instrumentales. Tu vois, quand on prend I've got the power, tu vois, tu as le titre qui tue tout le monde, Snap. Maintenant, sur la face B du vinyle, tu as I've got the power, mais en instrumental. Tu vois, quand tu prends des titres décalés, Everybody dance now, pam, 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 pam. Mes frères démoniaques aussi, ça te donnait pam, 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 pam. Ils ont dit, prends la situation en main, pour demain, faudra y mettre fin. À présent, je combats Paul Biya. Ça, c'est ce qu'on rappait en 93. Leader public. Non, il faut qu'on se comprenne, hein, parce que j'entends, vous dites tellement de choses. Tu écoutes. Le refrain, c'était quoi? Power, le pouvoir au peuple. Power, nous ne sommes plus aveugles. Power. On était face au Hilton. Jazz sous les mangués, 1994. Pendant qu'on faisait ça, la police nous attendait au pied. Oui, nous, on a vécu ça. Donc, du coup, j'aime bien vos couplets sur le rap engagé, les machins. Le rap spontané. Allez, vous savez, les gars, on a donné. Ouais, non? Donc, mais bon, ça, c'était une petite pour les faces B. Oui. Voilà où on était perché à peu près. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Et donc, justement, quand tu disais tout à l'heure que le rap a été interdit de radio jusqu'en 98. Non, c'est une image. Hein. Je fais exprès d'être très violent quand je parle de ça. C'est une façon de vous dire que ce n'était absolument pas accepté. Exactement. Et ce qui m'intéressait encore plus, bon, tu as beaucoup parlé aussi des blocages dans les studios, parce qu'effectivement, dans un autre épisode, on nous a parlé de l'avènement de ce fameux 16 pistes en 80 à Radio Cameroun. Radio Cameroun. Après, il y a eu l'avènement du 24 pistes. Quand on écoute donc l'approximation de certains titres qu'on écoutait tout à l'heure, qui grésillent, qui ne sont pas très parfaits, on s'imagine bien que les gens du rap n'avaient pas le droit d'aller enregistrer à la Radio Cameroun. Ça. Moi, tu sais, c'est après que j'ai su qu'il y avait un studio d'enregistrement Ah là-bas. Bon? Oui. Parce que nous, on est des enfants émerveillés, c'est-à-dire, on vient comment? On est Camerounais. Nous sommes les enfants, les petits-enfants de Manu Dibango. Tu parles de quoi? Il y a une industrie. Tu vois, pour nous, il y a une réelle industrie. Depuis que je suis enfant, j'écoute tellement de choses. Donc, pour moi, au Cameroun, il y a une industrie. Donc, quand mon frère aîné, Louis Tsungi, dit qu'il rentre s'installer au Cameroun, il dit, gars, tu sais, je viens prendre ma place de prof là à Fustel, mais tu sais, moi, la musique, gars, et puis vous faites tellement de choses, je pense qu'on peut, est-ce que si je ramène un studio d'enregistrement vraiment orienté musique urbaine, on ajoute à ça un magasin de streetwear où on vend des trucs authentiques,
et des CD originaux, des vinyles. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire? Je lui ai dit que, gars, moi, n'hésite pas. On peut. Il me dit, oui, mais à la condition que ce soit toi qui t'occupes des infrastructures techniques. Je dis, gars, si c'est toi qui fais ça, moi, j'ai aucun problème. J'arrête tout ce que je fais. Je suis là. Il n'y a pas de problème. C'est des actes, mais complètement insensés. Voilà un grand qui s'est levé, il a pris presque toutes ses économies. Il a dit que je rentre au village, il est venu, il a posé, on a fait. Et tu peux imaginer que oui, studio commercial, oui, tu fais 200 artistes, 250, oui, c'est bien. On fait Négrissime, c'est bien. Mais en tant que maison de production, le premier album qu'on produit, c'est Accent Grave. Oui, parce que tu as Négrissime. L'album de Négrissime, Appelle ta grand-mère, qui est produit par monsieur Hervé Ndjak, que tout le monde aime bien souvent, à qui les gens aiment bien souvent parler n'importe comment, mais peut-être les gens ne le savent pas. C'était un cadre supérieur de MTN qui a mis ses économies et toutes ses énergies sur des projets musicaux jusqu'à perdre son travail. Donc, le premier album qu'on produit, c'est Accent Grave. Mais pourtant, on est sur tous les autres projets qui sortent. La Racine, c'est moi qui fais toutes les musiques de la première à la dernière. Même dans les credits sur le projet, tu vois presque pas mon nom apparaître. Alors, dans les années 80, donc les jeunes, ils captent le hip-hop à partir de la danse. Ils dansent beaucoup. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se poser et avoir une référence, si possible, hein, sur le premier rappeur qui monte sur scène? Parce que j'imagine qu'avant d'enregistrer, il preste d'abord peut-être lors des événements. Donc, premier rappeur sur scène et premier enregistrement. Tout ce que je vais te dire, Mola, quand Sydney est arrivé ici avec ses danseurs, on les a battus au Capitole. Tu comprends ce que je te dis? Il y avait les gars du village, là. Ils les ont pris, mais correctement. Danser comme des dieux, rapper comme des dieux. Tu as besoin d'un référent. Tu veux que je te dise quoi? Billy Shaw. Ah oui, tu bloques un peu, là. Billy Shaw, l'animateur. Ouais, Cal Coster, là, il me guette comme ça. Billy Shaw a chanté. Tu veux que je te dise qui est Billy Shaw? Qui, dans les groupes de danse venant du Sud, tu connais Tony Breck? Tu connais Tony Meufé. Mais tu ne connais pas, tu connais pas Tony Breck, tu vois. Si on commence à partir comme ça, tu vas te perdre. Mais voilà, il y avait des gars qui ont rappé, je te cite toujours les mêmes noms. Pierre Merlin, Loïc Kodje, tu avais... Dans les Joby sur Sydney, n'ont pas rappé. Parce que nous tous là, on était vraiment petits. Mais Pierre Merlin, Kodje, c'était les gars de Yaoundé City Breakers. Donc quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés face aux Yaoundé City Breakers. Justement, ici aussi, on avait un Ponji, super danseur. Tu avais le feu Jean-Jacques Minelli, qu'on surnommait Minos. Tu avais... les gars, c'était des... Ils étaient ailleurs. Bon, et le premier titre enregistré? Le premier titre enregistré, comme je t'ai dit, pour moi, je ne sais pas où Olanga a fait son truc. Démoniaque chez nous. Mais je sais que j'ai voyagé, je suis revenu. Les titres de Démoniaque tournaient sur Alpha rue Manguier et dans certaines boîtes de nuit de Yaoundé. C'est-à-dire ce qu'on rappelle sur scène déjà, là, de très revanchards, revendicateurs et tout, ils avaient posé, je crois, ça devait être en 90 ou 91. Bien avant que nous, on consigne aussi sur des supports. Eux, ils l'avaient déjà fait. Olanguais, Démoniaque aussi, État d'urgence, qui était là, qui avait aussi un setup, un très bon DJ, qui était très, très, très fort techniquement. Tu avais Stussy, Magic B, Booster B, qui viendra après Ibrahim Sey, le messager africain. C'est des gars qui enregistraient des gens en studio. Ils avaient un titre qui tournait pas mal en radio qui s'appelait Le Maître de l'Art. Je suis un maître de l'art. Tu es un maître de l'art. Nous sommes des maîtres de l'art. C'est beaucoup d'informations, tu vois. Mais te dire parmi tous ceux que je cite là, qui était le premier à aller enregistrer un rap
en studio, je peux pas. Tu vas mettre des gars comme King, comment il s'appelait? King B, qui était installé en Allemagne déjà à l'époque et qui posait sur des technos et tu le mets où? Qui posait en allemand et en anglais et qui avait des disques qui marchaient. King B, je crois bien, King B. C'est un Camerounais venant du Cameroun. Mais dans le premier clip, ce sera ce fameux Indomptable le De clip qui passe à la télé. Même la J-Dance de Star System, ça passe à la télé déjà en 90, ça passe. Pour moi, ma question par rapport au clip, c'est déjà, voilà, Benjo, par exemple, comme vous avez dit, vous avez vu, vous avez dit, oh my God. Donc, c'était qui les premiers Ou bien ceux qu'on a même connus. Et pitié de moi. Ok, bon, ceux qu'on a quand même connus. Les premiers réalisateurs, oui. Est-ce qu'il y avait 1000 réalisateurs? Ou bien ceux même qui ont dit, oui. Comment? Ou même ceux qui ont dit, bon, ou bien ceux qui ont quand même... Il n'y avait pas 1000 réalos, tu comprends? Donc ils ont fait comment pour tourner les clips alors? Très célèbre. Tout le monde, le décor était simple. Il te fallait les fleurs derrière toi. Je ne veux pas citer son nom, mais peut-être il a fait du bien à la musique camerounaise, tant mieux. Mais nous, je me rappelle que il faut comprendre, hein, on était jeunes, on était fougueux. On avait vraiment ce côté, ok, on va faire changer les choses. On sait qu'on part en guerre et cette guerre, on l'assume. Du coup, tu peux pas savoir ce que ça nous a fait à nous quand on assiste, par exemple, aux premières nuits du rap, ici à African Logic, et qu'on te met 5000 personnes dans l'espace sans passer en radio et en télé. Et que le public qui est là, quand Négrissime fait ses titres, ou bien quand nous faisons nos titres, parce qu'après, nous, on a créé un collectif de groupe qui s'appelait Magma Fusion en 1995, qui était un groupe constitué d'anonymes, mon groupe, État d'urgence, des gars, hein? Malé Kung Fu, Triple O's. Triple O's constitué de Tony et Stanley. Pas Stanley, non. Tony et Stanley. Tu avais Suleiman, qui venait du Canada, d'un crew qui s'appelait le Pressure Pack. Le même Pressure Pack dans lequel il y avait un gars qui s'appelait Ticon, qui faisait reggae et qui deviendra plus tard Econ. Tu avais, voilà, on était 11 sur scène. Et tu peux pas savoir ce que ça fait d'être totalement underground, méprisé. Et de développer, en fait, une énergie telle qu'on réussit à rassembler 5000 personnes dans un endroit avec un public qui scande des chansons qui ne sont diffusées nulle part. Certaines même ne sont même pas consignées en studio. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et le tort qu'on a, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a embourgeoisé le hip-hop. C'est nous qui avons ouvert le portail. C'est-à-dire, un jour, un gars nous a dit, oui, bon, African Logic, c'est bon, machin, mais est-ce que vous ne pouvez pas déporter une petite partie de cette énergie pour tel endroit? Un espace VIP. Voilà. On dit, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est plus ça. Et puis, ça a commencé à ramener les annonceurs, les machins. Waouh. Des années plus tard, on est dans les mêmes problématiques qu'il y avait en 97. Les mêmes. Exact. Quand j'écoute les gens se plaindre aujourd'hui, ils se plaignent, même chose. Parce que personne n'arrive à assumer, à prendre une vraie position de combattant. Non. On trouve un environnement dans lequel les cachets sont passés de 0 francs à 4-5 millions, voire plus. Personne ne se demande comment. Personne ne se demande pourquoi. Par qui? Quelles sont les pressions qui ont fait que l'annonceur chez qui tu parles est payé 4 millions à un rappeur qu'on connaissait à peine et que toi, aujourd'hui, avec beaucoup de condescendance, il dit que gars, on t'a quand même dit 1 million, dis donc, c'est beaucoup. Pose-toi des questions, c'est pas des trucs amicaux. On a fait des bras de fer, on a dû démontrer aux gars que non,
Les étrangers que vous faites venir au Cameroun viennent parce qu'il y a une scène camerounaise. Il y a un public camerounais qui, certes, écoute la musique étrangère, mais qui est d'abord camerounais. Et si vous nous donnez, c'est-à-dire quand on entend que vous avez donné 100 millions à tel, ok, prenez tous les 100 millions là. Vous nous garantissez juste la même scène que eux, la même sono, les mêmes éclairages. On ne met que des Camerounais sur cette scène-là. Et vous les payez décemment avec tous ces 100 millions. Vous allez assister à quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Et il y a un seul annonceur qui nous a suivis à l'époque, je peux le citer. Vous avez c'était Guinness sur les produits Gordon Sport, où ils nous ont dit, OK, nous sommes partants. Genre quelle année? 2000. Ah, on est déjà dans les 2000. Oui, okay. 2004, wow. Sur les berges du Vouri à Douala. Et plus l'événement se rapprochait, plus nos cachets diminuaient. On va tout plier. Finalement, ils avaient fait Copo, Crotal, Douti. On a fait 50 000 personnes. Pour nous, on leur a dit, c'est de ça qu'on parlait. Le reste dont vous parlez là, c'est du folklore. Vous faites vos théories, asseyez-vous avec vos techniciens de la communication, développez, tirez. Mais voilà. À part Copo et moi, personne ne connaît Douti. Ils viennent gagner un concours sur M6 en France. On ne sait même pas si ça va continuer. Voilà, on l'a fait. Ça, c'est concret, c'est immortalisé. Après, la suite, c'était leur dire rééduquer les Camerounais. Apprenez-leur qu'un spectacle se paye. Il n'est pas gratuit. Et c'est un processus. C'est comme ça que tu vois la société de téléphonie mobile organiser un gratuit au Palais des Congrès. Tu crois que c'est sorti comment? C'est ça sorti de l'espace. C'est parce qu'on leur a dit que arrêtez de raconter aux gens qu'en sortant 200 millions pour un artiste, vous attendez de récupérer ça sur des entrées. Racontez ça, je ne sais pas moi. Nous. Et la partie scène business, c'est vraiment très important. Ouais. Tu parlais de ces soirées où vous remplissiez des lieux en ici à Yaoundé sans avoir les titres même qui passent en radio, en télé, et les gens payaient l'entrée. Voilà, tu parlais d'African Logic, on a entendu parler des samedi rap. Est-ce que tu peux mentionner... C'est là où on a commencé à... Voilà, mentionner un peu les promoteurs et les événements qui ont porté le mouvement dans les années 90. Alors, les événements, je vais te dire, il y avait... Déjà, je vais aussi rendre hommage ici à quelqu'un comme Monsieur René Aïna, qui aujourd'hui, c'est le Festi Bikoutsi. Vous le connaissez en tant que Festi Bikoutsi, mais vous ne savez pas que quand on faisait l'esplanade de Charles à Tangana, celui qui partait sortir la sono des locaux de la CTV, pour nous, c'était Monsieur René Aïna. Il a fait pendant longtemps. Il a organisé des mini-festivals, que ce soit au cinéma, ce qui s'appelle maintenant Niki Mokolo. C'était une salle de cinéma de Fébé. Jean-Marie Arana des Têtes Brûlées a organisé des mini-festivals de hip-hop. Merci Eva. Cette série avec Crotal sur le hip-hop et les musiques urbaines dans les années 80-90 n'est pas terminée. Rendez-vous dans la partie 3. Disponible sur toutes les plateformes digitales de podcast et sur la base du travail du chercheur allemand Joachim Holzner de Regretter Mémoire. Le podcast Banaba Cameroun, la musique camerounaise en histoire, c'est une production de l'Institut Goethe du Cameroun.